Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Le général Al-Bourhan au Mali, c'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour en parler, nos invités, ils sont quatre. Le premier, monsieur Mokhtar Sy, le patron de la génération engagée. Si, merci d'être là. Merci beaucoup Barou, merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent du Mali, d'en dehors du Mali. Merci, bonsoir à mes co-débatteurs et à tous les collaborateurs de Renouveau TV. Un autre patron est avec nous, il est le président de l'organisation des jeunes patrons du Mali, qui a certainement oublié de porter sa cravate ce soir. Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir aux téléspectateurs de Renouveau du Mali et de la diaspora. Bonsoir à mes co-débatteurs, merci de l'invitation. Je n'ai pas oublié de porter la cravate, mais souvent c'est le week-end, il faut être décontracté. Décontracté, d'accord, ce qui est bien clair. Troisième invité, Monsieur Abdallah Yattara du parti Yelema, ancien conseiller communal au niveau de la commune 4 du district de Bamako. Yattara, merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut mes co-débatteurs et bonne émission à tous. Troisième invité qui découvre le plateau de l'émission Regard croisé. Il s'agit de Dr Brahima Sangaré, j'allais dire Sidibé, mais c'est Sangaré, il est analyste politique. Docteur Sangaré, merci de découvrir ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment très gentil, je suis très honoré, je salue beaucoup l'équipe de réalisation, toute l'équipe de Renouveau TV et je profite de l'occasion aussi pour souhaiter bonne et heureuse année 2025 à tout le Mali et que nous prions pour ce pays. Merci beaucoup. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Avant donc d'ouvrir les débats sur cette visite du président soudanais, le président du parti Yelema était ce mercredi face à la presse, une occasion donc pour l'ancien Premier ministre Moussa Mara de dénoncer certaines tares de la transition malienne. Yattara, vous êtes du parti Yelema, votre candidat était ce mercredi face à la presse. Oui, bon, effectivement, il était face à la presse. Donc, il voulait juste, briefer la presse par rapport à une initiative qu'il avait prise il y a un an, à savoir l'initiative de sauver la transition. Je crois qu'il s'est rendu lui-même compte de l'échec de l'idée. Donc il voulait informer la presse par rapport aux démarches qu'il a entreprises pour pouvoir vraiment mettre en œuvre cette initiative-là. Mais malheureusement, ceux qui devraient le suivre dans ça ne l'ont pas suivi. Donc il voulait faire expliquer à la presse les blocages nécessaires, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je crois qu'il a profité de sa réalité pour faire un peu l'état de la nation à son niveau. Donc il a abordé tous les sujets. Je crois que c'est de bonne guerre. Mais je crois que est-ce qu'il veut encore relancer, continuer l'état, quel a été cet état exposé? Le pays va mal ou il va bien? Non, dans son exposé, je crois que le pays, l'élément soutient la transition. Comme Moussa Mara dit lui-même qui soutient la transition, parce que dans son idée, dans une transition, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Donc il est là et il soutient la transition dans l'esprit de pouvoir sauver le Mali, parce que pour lui la transition est différente des acteurs de la transition. Donc il parle de transition, on parle du Mali. Donc pour l'initiative c'était de sauver le Mali. C'est pour ça qu'il a fait la métendue aux autorités de la transition. Malheureusement cette métendue n'a pas reçu de retour. Maintenant il a profité de cette conférence de presse pour toucher à beaucoup de sujets, notamment la sécurité, notamment la corruption et beaucoup d'autres sujets. Je crois que les journalistes ont été bien servis. Soumano, le candidat du parti Yelema, était face à la presse ce mercredi. Bon, est-ce que d'abord c'est le candidat? Oui, c'est le candidat déclaré. Il a été investi. Oui. Il a été investi. Bon, maintenant, vous savez, la question que je pose, à ce moment-là, il se met dans la peau des compétiteurs. Et donc, c'est très compliqué qu'aujourd'hui, tout ce qu'il va proposer, on ne sait pas, quelqu'un qui veut conquérir le pouvoir, la question qu'on va bien se poser, est-ce que aujourd'hui les propositions qu'il fait, est-ce que c'est de bonne foi? Ça, c'est des questions que les uns et les autres peuvent se poser. Et quelque part, ça peut aussi être
interprété comme s'il avait enfilé d'ores et déjà le statut d'opposant à la transition, même si par ailleurs... Chose qu'il refute, hein. Voilà, qu'il refute, mais ça peut tout comme beaucoup de gens peuvent être fondés à assimiler sa posture à celle d'un opposant à la transition. Et de ce point de vue-là, quand on essaie de regarder ces sorties, parce qu'il fait des sorties sur toutes les actualités du gouvernement, etc. Et en général, c'est vrai qu'il est très courtois dans ce qu'il dit, mais il pose des interrogations si il n'y a pas un certain recul. On a comme l'impression que tout ça c'est politique. Alors, et je me dis de ce point de vue, en tant que Malien, en tant qu'ancien homme politique, moi je ne le vois pas maintenant en tant que candidat, mais en tant que Malien homme politique, il peut bien dans son rôle de pouvoir donner son point de vue sur des questions brûlantes de la nation. Alors aujourd'hui, peut-être le format qu'il a utilisé, qui serait de pouvoir s'exprimer devant la presse, de mon point de vue, s'il avait fait ses propositions en catimini, c'est-à-dire en écrivant aux autorités, en leur proposant ce qu'ils pensent de la situation, est-ce que là, ça serait... À l'en croire, hein, la porte lui a été fermée. Bon. Même si certains l'ont reçu. Oui, mais moi j'ai dit... En fait, on va vous redonner la parole. Donc, je ne sais pas trop comment il a fait, mais comme il dit que sa main tendue n'a pas reçu de réciproque. Donc maintenant, de mon point de vue, c'est peut-être le format. Comme on sait souvent tout ce que, en général, on voit ces sorties sur les réseaux sociaux, après il y a une médiatisation forte. Et en général, comme on dit, le pouvoir n'aime pas trop le bruit, et il faudrait faire les choses dans une grande discrétion. Mokhtar, cette sortie du candidat du parti Yelema a été fortement commentée par les Maliens. Alors, moi je trouve que c'est une sortie qui est d'ailleurs à saluer. C'est un exercice habituel auquel Moussa Mara se prête en sa qualité de responsable politique de haut niveau dans notre pays, pour avoir occupé des postes de responsabilité à plusieurs niveaux, maire, député, ministre, premier ministre. Donc pour moi il est dans son rôle. Et quand on est acteur politique, on a l'obligation d'être sur le terrain, on a l'obligation de se prononcer sur l'actualité du pays, les sujets brûlants. Donc, on a également l'obligation de rendre compte à ses militants ou à ses sympathisants ou en tout cas à sa base. Et je pense que Moussa le fait depuis un certain moment. Et il faudrait savoir que sortir, parler d'une situation du pays, appeler les journalistes, est-ce qu'il y a de plus normal quand on est homme politique? Certains disent qu'il ne fait que critiquer. Soumano pose la question même de sa bonne foi. Moi, je dirais que la question n'est pas là. Quand on est en transition, il n'y a pas de pour et de contre. Je le dis, je le rejoins dans ça. Et on est dans un exercice où on a tous notre part de responsabilité à tenir. On doit œuvrer ensemble pour la réussite de la transition. C'est une période d'exception au cours de laquelle toutes les forces doivent se réunir pour travailler ensemble. Et dans cette dynamique, il faut que les gens soient capables de dire quand c'est pas bon. C'est pour ça qu'on est nombreux. On parle de rassemblement, on parle de dynamique de réussite de la transition. Le général d'armée Assimi Goïta est le premier à demander le rassemblement des Maliens. Mais le rassemblement dans la sincérité. On ne va pas se rassembler, voir les choses, aller droit vers le mur et ne pas être capable de le dire. Donc quand on a des responsables politiques courageux, dont la politique ne consiste pas à suivre la dynamique décidée par des personnes, mais plutôt à rester dans la logique des idées, des principes, à ce moment-là, c'est ce qui est salutaire. Et je pense que, sans être défenseur de Moussa Mara, je pense que beaucoup de nos responsables politiques devraient faire ainsi, parce que c'est dans les moments les plus difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Et ces vrais amis, c'est ceux qui sont capables de se dire la vérité quand ça ne va pas, parce qu'il ne faut pas toujours être entouré de ceux qui disent oui à tout. Quand Moussa s'arrête et qu'il fait des analyses sur la situation politique, économique, sécuritaire du pays, il faut l'entendre. Il faut voir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. Avoir la courtoisie de le recevoir et de lui dire ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. C'est un enfant du pays comme tout le monde. Il faut ouvrir la porte. Si le président de la transition ne l'a pas reçu,
c'est pas grave, mais je pense que le ministre de la Défense l'a reçu. Et de l'administration territoriale aussi l'a reçu. Hein, l'actuel Premier ministre qui l'a reçu, il a eu à faire ses propositions. Maintenant, charge aux autorités de prendre ou de ne pas prendre. Mais en tout cas, il n'aura pas failli à sa responsabilité d'homme politique d'alerter, de critiquer, mais aussi de proposer. D'accord. Docteur Sangaré, Mara a utilisé cette tribune pour jeter aussi quelques cailloux dans les jardins des tenants du pouvoir actuel. Effectivement, déjà, c'est un homme politique que nous félicitons beaucoup pour son courage, son engagement. Et ce que j'ai pu remarquer de la conférence de presse quand il était ici, même sur ce plateau, par rapport au grand jury, il y a des positions qui ont un peu évolué quand même, il faut le reconnaître. En 2020, sa position par rapport à la négociation avec les groupes terroristes et les djihadistes, en 2024, c'est une position qui a nettement évolué. Maintenant, en plus de cela aussi, nous sommes face à un gouvernement qui a déjà fixé le cap. Ils sont cohérents, ils sont constants. Donc les positions sur M. Mara par rapport à l'AES n'est pas partagée par ce qu'on appelle notre gouvernement. Notre gouvernement pense que l'AES est un atout. Lui, sa position est très claire par rapport à l'AES. Il a une proposition par rapport à la crise énergétique qui est un peu différente aussi de la proposition prônée par le gouvernement. Maintenant, nous allons suivre ça de près et de voir qui d'entre nous a raison. Mais ce que je peux signaler déjà que ce gouvernement, partout, ils ont pris des décisions qui peuvent être rejetées par la population, se sont avérées être justes. Maintenant, est-ce qu'ils ont raison par rapport à certaines questions? L'avenir nous dira. D'accord. Vous avez voulu réagir, hein? Non, je voulais juste dire à Soumano qu'en réalité, Mara n'est pas dans une campagne pour le moment. La campagne n'a pas commencé, on n'est pas dans une campagne. Il est dans son rôle d'homme politique, de citoyen, de veille citoyenne aussi. Donc il faut le mettre dans ce cadre-là. Mara a toujours été comme ça. Il se prononce sur la situation du pays. Critiquer, c'est vrai, mais aussi proposer. Je crois que c'est de bonne guerre. Il n'est pas dans cette situation où on dit Mali de Djougou, Mali de pour lui, tous les Maliens se valent. On n'a pas, à diviser les Maliens en ceci ou en cela. Je crois qu'il faut essayer de le comprendre un peu. Mara, il dit, il est très clair, il dit que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Donc, sur ça, il est très patient, il croit en Dieu. Et si ça doit venir, ça va venir, mais ça ne va pas l'empêcher, en sa qualité d'homme politique, chaque fois de proposer, de critiquer, de proposer aussi. Ok, allez-y, oui, allez-y. Également, en réaction, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on reproche à un responsable politique d'être en campagne. Il est en campagne, il cherche à faire valoir ses idées, à faire adhérer les gens à ce qu'il fait. Il n'y a rien de plus normal. Il ne faut pas avoir peur. Chacun est dans son rôle. Soumano a peur? Non, je ne parle pas de Soumano précisément, mais c'est celui qui a parlé de campagne. Mais on a constaté aussi qu'après la sortie de Mara, beaucoup de personnes ont réagi, notamment ceux qui se disent défenseurs des autorités de la transition. J'aimerais quand même rappeler qu'il faut qu'on s'arrête un peu, qu'on fasse un constat. Chacun a son rôle dans une société. Aujourd'hui, grâce à cette transition, il y a des personnes qui sont à des postes de responsabilité qui doivent tenir ces responsabilités-là. Et le premier Malien qui est devant tout le monde appelle au dialogue et au rassemblement entre les Maliens. Donc, quand ces personnes qui se disent soutiens, défenseurs de la transition, parfois il y en a qui s'autoproclament même alors qu'ils ne le sont même pas, disent que les autres, ceux qui pensent contrairement à eux ou ceux qui critiquent, sont des mauvais Maliens ou ne sont pas des Maliens qui aiment on n'est pas là pour aimer la transition, on est là pour participer à la construction du pays. Et aujourd'hui, Dieu en fait en sorte que ce soit les autorités qui sont en charge de gérer la transition qui soient là. Donc, il faut les accompagner de façon intelligente à ce qu'on sorte de cette transition. D'accord. Et dans cet accompagnement intelligent, il faut qu'on accepte de se dire les vérités. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. D'accord, Soumano, allez-y. Moi, il faut que je précise. Peut-être clarifier. Voilà, je précise. Quand je viens d'apprendre ici que Mara a été investi candidat, j'ai dit beaucoup pourrait. Ah, vous n'aviez pas l'information. Pas l'information, c'est important. Je le viens de l'apprendre. Donc, j'ai dit, à justice, on pourrait penser qu'il est en campagne. Et j'ai parlé dans le conditionnel. Donc, je n'ai pas affirmé. Important. Deuxième chose, je l'ai dit. J'ai dit, Mara, homme politique,
il est dans son rôle de se prononcer sur les sujets brûlants de la nation. Mais je dis, les questions peuvent être posées, est-ce que ce qu'il dit est sincère et de bonne foi? Je ne sais pas, j'ai posé la question, je n'ai pas affirmé. Donc les gens peuvent aussi donner les réponses qu'ils pensent. Moi, j'estime qu'il est état dans son rôle. Bon, les propositions qu'il fait, j'ai dit peut-être le format, le fait de le faire de façon médiatique. S'il avait fait un écrit et envoyé, peut-être que ça ne serait pas tombé dans les oubliettes. Connaissant Moussa, je suis sûr qu'il l'a fait. Bon, il l'a fait. Bon, connaissant Moussa. Voilà, bon, comme on a oui, c'est parti de ça. Mais c'est que sûr, moi, j'ai pas de décharge. On peut peut-être là penser également que c'est une supposition. S'il l'a fait, c'est tant mieux. Mais le cas contraire, ça m'aurait étonné qu'il fasse cet écrit-là et qu'on ne puisse pas prendre. Parce que quand même, avant tout, c'est quand même un excellent cadre. Ça, il faut le noter. Moussa Mara est un excellent cadre. Ok. Voilà. Allez-y. Effectivement, comme il a dit, c'était un excellent, mais en fait, en réalité, en matière politique, quand on est à la gouvernance, on a une vision. Et l'homme politique, Moussa Mara, a une position qui n'est pas partagée par les autorités. Et il a le plein droit de donner sa proposition. Par exemple, la question par rapport à l'Algérie, par exemple, effectivement, une position de l'Algérie est très proche de la position du candidat Moussa Mara aujourd'hui, que notre autorité critique ouvertement. Sauf que Mara a clairement indiqué qu'il soutenait les autorités maliennes dans ce dossier précis. Mais en même temps, il a dit aussi également que ça sera trop dommage de penser qu'on peut, de confondre les groupes terroristes et les groupes armés rebelles, ce qu'on appelle aux terroristes. Il a dit très clairement. Maintenant, notre gouvernement, tel que nous le connaissons, parce qu'en matière de politique aussi, il faut savoir analyser ce qu'on appelle un chef de gouvernement, où il va pour pouvoir poser ses jalons. En réalité, ce qui sera mieux aujourd'hui souvent, c'est de ne pas trop faire de sorties, de ne pas perdre trop d'énergie, parce que les positions d'aujourd'hui peuvent être différentes demain. C'est ce que moi je peux conseiller. Tel que je connais cette population malienne, il faut faire attention de ne pas ramer à contresens. Vous donnez ce conseil à Mara? C'est ce que je donne ce conseil au candidat Mara, tout à fait. Souvent, il faut souvent de la retenue. Et souvent, en moment opportun, quand les campagnes vont être lancées, en ce moment, il y a des positions pertinentes. Donc, pour vraiment sortir de ces votes, il a été investi alors que les élections étaient prévues pour février 2024. Oui. Et la transition devrait finir. Avant le léger report. La transition devrait prendre fin le 26 mars 2024. Donc, il a été investi pour ça. Donc, la transition a été prolongée. Maintenant, il reste toujours le candidat naturel de Yalama. D'accord. Le général Al-Bourhan, président du Soudan, séjourne depuis ce samedi dans notre pays. Quel enjeu derrière cette visite du président soudanais au Mali? Monsieur Si, selon vous, comment vous analysez les enjeux de cette visite du président soudanais? Oui, alors je pense que cette visite marque aussi la volonté de nos deux pays à collaborer. Je suppose déjà que la première vocation de cette collaboration serait d'abord de coopérer sur le plan sécuritaire, également explorer les voies et moyens suivant lesquels nos deux pays pourront avoir également des échanges au vu de la position même géographique, géopolitique et des intérêts que nous pouvons avoir en commun. Et je ne suis même pas sûr si la question d'AES ne sera pas abordée également lors des échanges dans le cadre de cette visite, parce que c'est important. En tout cas, je pense que c'est une ouverture de plus pour notre diplomatie. Je vois que je n'ai pas souvenance quand même de la visite d'un président soudanais au Mali. Peut-être que je me trompe. Les autres pourront me corriger, mais c'est bien, pour moi c'est une bonne chose, et que le Mali soit un pays considéré comme fréquentable malgré tout ce qui se dit sur le Mali, que en tout cas cette diplomatie aujourd'hui fasse en sorte que d'autres pays, d'autres horizons viennent au Mali pour échanger, voir les possibilités de collaboration. Ok. Soumano, beaucoup de Maliens s'interrogent sur les objectifs d'une telle visite. Oui, donc déjà, comme il a dit, chaque fois qu'un pays se rapproche d'un autre, il faut saluer en diplomatie, parce que c'est le dialogue. Et c'est sûr qu'avant qu'on arrive à ce stade, il y a eu des échanges, il y a eu
certainement des discussions entre les deux présidents et c'est peut-être maintenant que les populations apprennent, mais il y a eu certainement beaucoup d'échanges. Ceci dit, il faut noter également que le Mali, la situation dans laquelle le Mali est, le Soudan est passé et le Soudan même, malheureusement, il y a eu une scission parce qu'il y a le Sud-Soudan et puis il y a le Soudan. Et donc aujourd'hui, il est parvenu quand même à redonner confiance aux Soudanais. Et pour moi, c'est bien parce que ça pourra... Sauf que le Soudan, c'est quand même un pays toujours en proie à une guerre civile. Mais c'est pour dire que la pacification, ça prend du temps. Mais il y a des stratégies. Parce qu'en tous les cas, le Soudan peut aussi donner les bonnes recettes au Mali. Aujourd'hui, nous, on est en affaire à des terroristes, à des djihadistes. Le Soudan, c'est comme le Mali, c'est un pays dominant musulman. Donc, il y a aussi, à un moment donné, il y a eu la rébellion. Et puis, comme je l'ai dit, ils sont allés jusqu'à la scission. Je ne le souhaite pas au Mali. Vraiment dessus, je vois qu'on n'arrive pas là. Mais au moins, ces échanges pourront permettre de véritablement tirer les enseignements. Et aussi, comme il a dit, si c'est la première fois qu'un président soudanais vient au Mali, c'est à l'actif de notre diplomatie. Ça veut dire que nous avons certes perdu certains amis, mais nous avons aussi recouvré d'autres qu'on a inspirés. Le profil du visiteur aussi, peut-être, on peut tenir compte de ça. Moi, je vois plutôt... Quand les militaires se rendent visite. Bon, moi, je vois plutôt le côté politique. Oui. Je vois des politiques, des présidents, ils sont dans des fonctions politiques qui se retrouvent. C'est important. Donc, je me suis dit, on a perdu quelques amis, mais on a pu découvrir, comme on dit, une de perdue, 1000 de retrouvées. Et surtout dans une région où on n'a pas habitude d'avoir des relations. Mais je veux quand même noter que le Mali a sa représentation diplomatique quand même au Soudan. D'accord. Et sur le plan sportif également, nous avons beaucoup de nos joueurs qui évoluent dans le championnat. Et donc, ça veut dire quelque part, il faudrait peut-être booster cette relation et cette coopération à un autre niveau qui ne soit pas que sportif, mais qui puisse être économique, parce que le Soudan également, c'est un pays qui est producteur de pétrole. Ok. Voilà. Ouattara, le président soudanais au Mali pour 48 heures, pour 2 jours. Oui, le président soudanais en visite dans l'ex-Soudan français. Voilà, donc il faut vite faire la relation. Mais je crois qu'en réalité, il faut revenir à la question. Je crois qu'il s'agit d'une visite de 48 heures qui sera ponctuée d'une conférence de presse entre le président soudanais et les hommes des médias. Je crois qu'au menu de cette visite, quand même, il y a des échanges d'expérience au niveau des différentes forces armées. Il y a aussi le renforcement de la coopération sécuritaire aussi. Et il faut reconnaître que le Soudan aussi aujourd'hui est en proie à une guerre civile aussi entre les forces les deux généraux, les forces de soutien rapide de notre général Diblo et les forces des armées soudanaises dirigées par le général qui a visité au Mali. Et donc, Al-Bourhan, le Mali aussi traverse la même chose, je crois. D'une crise de rébellion, on est rentré dans une guerre asymétrique depuis 2015. Je crois qu'ils auront à échanger différentes expériences et peut-être possible même qu'une partie de l'armée soudanaise aussi puisse venir en renfort aux forces armées de sécurité, aux femmes aussi, c'est fort possible, compte tenu de l'expérience de lutte contre le terrorisme. Je crois que le Soudan a une armée très très forte, aguerrie dans ces sortes de combats-là. Sauf que l'armée soudanaise ne chante pas là-bas. Oui, ils ne chantent pas, mais ça ne les empêche pas. Oui. Ça les empêche pas. Mais nous aussi, on a profité de notre situation pour dire que si on attaquait le Niger, on nous avait envoyé des troupes là-bas, alors qu'on est en guerre ici. Donc, pensez que l'un ne va pas empêcher l'autre. Donc, on espère quand même que les deux Soudans, les Soudans vont vraiment se retrouver. Et donc, pour le bonheur le nom officiel du Mali, quand même, c'est le Mali. D'accord. Donc, ça n'arrive. En ce qui concerne cette visite, en réalité, c'est encore une victoire du leader de l'AES par rapport à sa vision, nettement. Et quand c'est au-delà du seul Mali, c'est l'AES qui est visité à travers le Mali. Carrément, c'est le président de l'AES qui est visité carrément, parce que le président de l'AES fait face forcément à une lutte inlassable, une lutte inéluctable par rapport au terrorisme. Maintenant, depuis la démission du gouvernement en DOC, on le sait très bien, en 2022, le journal fait face à ce qu'on appelle à une attaque, ce qu'on appelle des forces de soutien rapide qui sont soutenues par les Janjaouid. Maintenant, et ils sont soutenus aussi par d'autres pays extérieurs. Donc c'est certainement une question d'alliance, c'est une demande certainement de soutien en armement, en partenaire aussi, certainement qui va se discuter. Sinon, moi, je ne vois pas
Pour l'instant, au stade où nous sommes, le Mali n'a aucunement besoin de soutien de n'importe quelle armée que ce soit. Nous félicitons nos armées par rapport à déjà ce qui se passe. Et c'est ça qui est le plus important. Et je pense que le pays sort grandi de cette visite. D'accord. Est-ce que l'ombre, par exemple, de la Russie peut planer derrière cette visite quand on sait que le général en visite au Mali est réputé proche de la Russie, par exemple, et son adversaire des pays du Golfe? Je ne vais pas m'hasarder à le dire, mais je pense quand même que... Certains analystes laissent entendre cette hypothèse. Oui, je pense qu'on est dans une dynamique qui est beaucoup suivie aujourd'hui par la Russie, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique. On a une référence faite à la Russie dans beaucoup d'aspects. Et je pense qu'aujourd'hui, vu que la Russie elle-même traverse une situation compliquée, nous avons intérêt à nous entendre, nous, États du Sahel, d'Afrique, sur la gestion de nos problèmes. Et donc, de nous mettre d'accord, de collaborer ensemble, suivant nos expériences, suivant nos possibilités, mais les opportunités aussi, pouvoir collaborer. Parce que l'objectif pour moi, c'est de sortir un peu de ce besoin fréquent d'aller recourir à chaque fois à une puissance extérieure pour gérer certains aspects souverains de notre pays, qu'on soit du Mali, du Burkina, du Niger ou même du Soudan. L'idéal, ce serait vraiment, et la priorité, ce serait vraiment, même si la Russie aujourd'hui est derrière ça, l'idéal, ce serait un jour qu'on puisse dire que vraiment on s'est affranchi de tout ça, comme le dit si bien le docteur. Le Mali n'a pas besoin aujourd'hui qu'une armée vienne l'aider chez elle, ça ce serait l'idéal, mais aujourd'hui, force est de constater que nous avons des enjeux partagés avec d'autres pays et qu'il serait idéal et opportun pour moi de fédérer les énergies parce qu'on fait face à la même menace. Et pour moi, ça, c'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence, c'est pour résoudre les problèmes que nous avons en commun. Donc, je ne serais pas étonné de voir les militaires soudanais au Mali comme les militaires burkinabés, comme les militaires nigériens. Et inversement, les militaires maliens dans ces pays-là. Donc pour moi, je m'inscris dans une dynamique de coopération pour venir à bout de ces problèmes-là. Et le fait que la Russie soit en soutien, ça peut être bien, mais quelque part, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est qu'on s'est affranchi de la France, et qu'on s'affranchisse également de toute puissance extérieure pour qu'on ne vienne pas nous dire demain encore que tous les problèmes du Mali, c'est la Russie. Donc, l'idéal, ce serait que vraiment on soit indépendant dans les fonctionnements par rapport à ces aspects-là. Ok. Soumano, est-ce que c'est une perte de temps de faire un rapprochement de cette visite et l'amène de la Russie, par exemple? Vous savez, généralement, quand on pose une analyse, il est difficile de pouvoir d'être très affirmatif quand on n'a pas tous les éléments. En tout cas, c'est que sur le stade où on est, il y a eu quand même des échanges par là. Donc, malheureusement, aucun d'entre nous n'a ces éléments-là. Mais ce que je peux noter, je voudrais d'abord dire, ce rapprochement, moi, je salue. Je comprends parce que on peut avoir des leçons, on peut tirer beaucoup de choses du Soudan. Parce que le Soudan vit la même chose, a vécu, enfin, je dirais la même chose. Et le Soudan, aujourd'hui, pourra peut-être aider le Mali économiquement, parce que c'est quand même un pays pétrolier. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous avons besoin aujourd'hui du fioul pour pouvoir aussi gagner notre combat pour la question énergétique. Ensuite, autre chose, peut-être les deux dirigeants sont tous des militaires et ils pourraient échanger pour pouvoir aussi avoir une vision commune par rapport à la gestion de la lutte contre le terrorisme et surtout contre les djihadistes, parce que c'est une guerre asymétrique. Je pense que même les grandes puissances n'ont pas encore la recette à cela. Donc, mais l'Afrique a été confrontée à cela. Le Mali, ça fait combien d'années qu'on est dans ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on a acquis beaucoup d'expérience. Et troisième et dernière chose, si la Russie est derrière ça, pour moi, il n'y a aucun souci. En tous les cas, nos autorités, en toute responsabilité, ont décidé de faire ce partenariat, de sceller ce partenariat avec la Russie, en estimant que, en tout cas, même si on est tous d'accord que les États n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts, mais si le Mali, à un moment donné, a estimé que ses intérêts, c'est plus avec la Russie qu'un autre pays, et que ce pays ami, ce pays nouvel ami du Mali,
qui estiment que ce serait bien de se rapprocher de Soudan, pour moi, je ne vois rien. Et ça n'a rien à voir avec une espèce de localisation qui est en train de pointer à l'horizon. C'est juste tout simplement pour faciliter et créer des cadres de concertation et aussi surtout de collaboration. Monsieur Yatara. Oui, je crois que ça fait un peu sortir le Mali de l'isolement diplomatique un peu, parce que peut-être à part le président burkinabé, le président nigérien, pratiquement le Mali est un peu isolé diplomatiquement. Le Sénégalais aussi, hein, Bassirou Diomaye Faye. Ouais. Est-ce qu'il est venu ici? C'est l'autre qui est venu, c'est le premier ministre. Diomaye, bien entendu. Dans le cadre peut-être de la négociation de la CEDEAO. Justement. Voilà, exactement, oui, ça c'est bien défini. Donc, le fait qu'il soit venu, ça écarte un peu l'isolement diplomatique du Mali. Ça veut dire que le Mali n'est pas aussi isolé diplomatiquement comme les gens le pensent. Mais moi, je pense plus vers une coopération militaire, d'échange d'expérience dans la lutte contre le terrorisme plutôt qu'autre chose. Non, si la Russie est derrière ça, peut-être pour infléchir peut-être la position du Mali par rapport à l'Algérie. Moi, je peux penser ça. Peut-être que la Russie, peut-être avec tout son poids, n'a pas pu peut-être faire fléchir Assimi par rapport à la position algérienne. Et donc, peut-être à travers le président soudanais, peut-être qu'on pourra, entre militaires, pourront se comprendre, peut-être un peu fléchir la position du Mali par rapport à l'Algérie et faire peut-être comprendre au Mali que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas uniquement dans les guerres asyriennes, c'est pas uniquement avec les armes, mais il faut souvent aussi négocier aussi. D'accord, allez-y. N'oublions pas que le président Assimi a servi au Soudan aussi. Donc cette visite est, comme le dit, le site officiel de... Dans le cadre d'une mission des Nations Unies. Carrément. Donc comme le dit le site officiel de la présidence, c'est une visite qu'on appelle d'amitié, une visite qu'on appelle certainement technique, mais ça va tourner essentiellement autour de ce qu'on appelle de l'armement, autour de partenariats, autour surtout ce qu'on appelle des partenaires stratégiques sur qui le Mali a pu ce qu'on appelle s'occuper. Donc, de l'expérience que nous avons pu avoir avec certains armements tels que les drones, donc ces échanges-là vont tourner essentiellement autour de cela pour que le général puisse faire face à ce qu'on appelle à la crise qu'il a, des sessions qu'il a dans son pays. Troisième et dernier thème de l'émission à la faveur de sa traditionnelle présentation de vœux aux Maliens. Le président de la transition était cette semaine face à la société civile. Occasion donc pour le président Goïta de revenir sur certaines décisions et certaines actions posées par son pouvoir et son régime au cours de l'année 2024. Mokhtar, la partie qui a beaucoup attiré l'attention des internautes, c'est la situation du site qui doit même abriter le site d'une centrale solaire ici au Mali, précisément à Safou. Tout à fait. Selon le président de la transition, la parcelle aurait été vendue par les maires. Oui, tout à fait. C'est un exercice habituel, comme vous l'avez dit. Chaque année, le président est écouté par des millions de gens donc dans son discours de Nouvel An, donc cette fois-ci face à la société civile. Alors, déjà par rapport au discours, oui, dans son ensemble, moi je pense que, avec tout le respect que j'ai pour la présidence, les équipes de la présidence et le président lui-même, je pense que ce discours aurait pu être mieux préparé. Cette intervention aurait dû être mieux préparée. Je m'explique parce que en lieu et place d'une réédition des comptes donc, et de l'annonce des perspectives sur l'année 2025, claire, moi j'ai eu l'impression que le président s'est évertué à justifier les actions menées, les inactions. Cela a suscité de nombreuses interrogations auprès de nos concitoyens, notamment ceux sur la situation dont vous avez parlé, la question de la parcelle à Safo, qui aurait été donc vendue par le maire, sans donner d'autres explications. Donc les gens sont restés sur leur faim parce qu'aujourd'hui, les Maliens sont nombreux à ne pas comprendre comment se fait-il qu'un processus aussi important, aussi utile, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, la crise énergétique, qu'un projet aussi important puisse être mené sur un site avec des situations douteuses par rapport à la parcelle, ça ne se comprend pas. Donc quand le président lui-même en parle,
ça rajoute de l'incompréhension à la chose parce qu'on a l'impression que le président lui-même, en parlant, était impuissant par rapport à cette situation-là. Et donc, c'est quand même le premier responsable des Maliens. Et donc, pour moi, la communication aurait dû être mieux préparée. Et déjà, il faut enquêter sur cette affaire, sanctionner, parce que cela n'est pas excusable. J'ai l'impression que dans notre pays aussi, c'est un autre sujet peut-être sur lequel on voudra venir, la culture de la sanction, nous ne l'avons pas. On laisse faire les choses, on ferme les yeux, après on passe. Et si vraiment on dit que le changement que nous connaissons est un changement véritable, il faut que ce genre de choses soit sanctionné, que les responsabilités soient situées. Il n'est pas normal qu'un président de la transition vienne inaugurer, en tout cas poser une première pierre sur un site et qu'après on découvre qu'il y a ces choses-là. C'est une situation qui est plus qu'anormale et il faudrait qu'on trouve des solutions pour régler cela. Maintenant, sur d'autres aspects également, il y a eu beaucoup de déclarations, il y a eu beaucoup de sujets, moi personnellement, qui m'ont inquiété par rapport à la suite de la transition, parce que j'ai l'impression que le président lui-même, il est dans un exercice, il cherche à convaincre encore les gens, il cherche à justifier sur beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, la transition à une mission, elle est claire. Il faut répondre aux attentes des gens. Sur la crise énergétique, il faut répondre aux attentes. Sur la crise sécuritaire, il faut répondre aux attentes. Sur la crise énergétique, il a fait une proposition. Justement, et cette proposition-là, pour moi, la subvention des kits solaires. Dans sa communication, la subvention des kits scolaires, est-ce que c'est une proposition qui a fait l'objet d'une analyse en amont? Quand on regarde, quelle est la part de Maliens qui soient capables aujourd'hui d'investir, même après une subvention, d'investir dans les équipements kits solaires, les panneaux, les batteries, tout le monde connaît ce que ça coûte. Les gens vivent d'énormes difficultés. Au centre, le Mali n'est pas Bamako seulement. Au centre, au nord, au sud. Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut voir. Quand le président communique comme ça, je suis d'accord, il veut donner de l'espoir aux gens, il est dans son rôle, mais il faut que ça soit suivi d'action derrière. Et quand on regarde, les gens aujourd'hui, à la place de ce genre de discours, de justification, attendent des réponses sur la crise économique, sur la crise sécuritaire, énergétique, et sur les enjeux diplomatiques, notamment la sortie du Mali de la CEDEAO. Il affirme devant tout le monde que c'est déjà fait, donc pas de question, mais je suis désolé, moi je n'ai pas été consulté et nombreux sont les Maliens qui n'ont pas été consultés sur la question de la sortie de la CEDEAO. Et ce n'est absolument pas normal. Qu'on soit sorti, on va vous redonner la parole. Voilà, mais c'est important qu'on le dise. Donc désormais, ce n'est pas encore une fois, c'est une critique constructive. Lors des prochaines séquences d'expression du premier responsable des Maliens, il faut que ce soit mieux préparé. Il y a une pléthore de conseillers dans les différents domaines d'expertise qui sont abordés. Il faut qu'ils fassent leur boulot et qu'ils puissent faire communiquer mieux le président de la transition. Soumano, selon Mokhtar, en tout cas, cette communication passe mal chez Mokhtar finalement. Moi, je ne suis vraiment pas d'avis avec Mokhtar. S'il me dit que ce n'est pas préparé, moi, c'est tout le contraire. Il en a l'impression. Oui, moi, je pense que c'est le contraire, en fait. Parce que les chiffres sont sortis aujourd'hui. Donc, le verre est plein à ce niveau. Oui, en tous les cas. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça a été préparé. Parce qu'un président de la République, ça, c'est quand même basique, ne peut pas se hasarder à rencontrer les forces vives de la nation sans un minimum de préparation. Et donc, le fait de dire que ce n'est pas préparé, pour moi, je ne sais pas quels sont les fondements. D'ailleurs, la preuve, la solution énergétique qui est sortie prouve à suffisance que ça a été préparé. Ensuite, l'explication donnée par rapport à la CEDEAO, la comparaison qui a été faite prouve que ça a été préparé. Il a dit qu'on avait pris la décision de sortir. Avant ça, j'avais instruit au ministre des Affaires étrangères et au ministre de l'économie pour voir les impacts. Ça a été préparé. Ensuite, lui-même, il a déploré le fait que la première pierre a été posée, mais après, il y a eu des situations embarrassantes qui se sont présentées. Il est dans son rôle de rendre compte. Parce que pour moi, il est sincère avec son peuple. Et il se marie avec ce peuple-là. Les gens ont critiqué le fait que Assimi n'a pas été très loquace dans son discours.
peut-être qu'il savait qu'il aurait eu une occasion de pouvoir mieux expliquer. Et si j'ai bonne souvenance, je pense que ce discours qu'il a, enfin cet entretien qu'il a fait avec les forces de la nation, c'est plus d'1 heure. Si on estime ici que Ousmane Mokhtar dit qu'il n'a pas été associé à la prise de décision de sortir. Beaucoup de Maliens le disent. Mais moi, il faudrait que les gens comprennent. Mais quand on rentrait en 1975, est-ce qu'il y a eu un référendum? Je voudrais réagir sur ça. Non, vous allez réagir. Il n'y a pas eu de référendum. Et aujourd'hui, le fait d'être gouvernant, pourquoi moi je ne participerai pas au Conseil des ministres? Pourquoi lui aussi ne viendrait pas au Conseil des ministres? On aurait tous souhaité aller au Conseil des ministres et participer à la prise de décision des nominations. Mais ça s'impose, c'est ça aussi le mode de fonctionnement de la nation. Il faudrait, le fait de dire, et ça m'étonnerait fort, que lui, il estime, par exemple, qu'il y a des choses d'expertise, solutions, oui, mais il a dit, les kits, il dit, on va voir dans la mesure du possible comment on va mettre en place des subventions. Mais, Mokhtar, je suis désolé, dans un pays, on ne peut pas avoir une décision unanime, ce n'est pas possible. C'est une décision majoritaire à défaut d'avoir une décision unanime. Et si le monsieur ne discute pas sur certaines questions, on dit qu'il a peur. Si le président, je retire le mot. Si le président, ne parle pas de certains sujets, on dit on est resté sur notre fer. Maintenant, si le président décide de parler de façon cœur ouvert avec son peuple, il a tout dit, il n'y a pas eu de sujet tabou. Moi, ce qui était intéressant, il a mis des lignes rouges. Il a dit, je ne tergiverserai pas sur la question de sécurité du Mali et des Maliens. Ça, c'est clair, il est dans son rôle. Par contre, il a aussi remis en cause un certain nombre de comportements. Et cela justifie à juste titre le fait que la question de valeur, la culture, notre valeur, puisse être remise au centre parce qu'il veut un nouveau Mali Delcroix. Et s'il veut un nouveau Mali Delcroix, il faudrait que chacun participe à cette construction. Donc pour moi, vraiment, je n'ai rien à dire par rapport à la forme et au fond de 30 secondes. Juste préciser, je n'ai jamais dit que le président n'a pas été sincère. Ça, c'est un homme, je crois, en sa bonne foi. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas été sincère. Je dis simplement que cette sortie aurait dû être mieux préparée. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas été préparée. Elle a été mal préparée. Soumano, moi je n'attends pas d'un président de la transition, dans le contexte que nous subissons aujourd'hui, qui vient nous dire on va essayer de faire, on va voir comment on va faire. Moi j'attends d'un président de la transition, l'homme qu'il est, qu'il nous dise voici ce qu'il faut faire. Et voici ce qu'on a fait. Et quand on regarde, depuis 4 ans, tout ce qui a été annoncé, quand on voit le résultat, on reste sur notre faim. D'accord. Et ça, sur la question de la CEDEAO, Soumano, je ne vais pas, et nombreux sont ceux comme moi, qui ne vont pas se contenter d'une réponse aussi légère. Est-ce qu'en entrant, on nous a demandé? Ce n'est pas la même époque, ce n'est pas le même contexte, et ce ne sont pas les mêmes gens. Aujourd'hui, on a affaire à des Maliens qui veulent être impliqués dans les décisions qui concernent leur vie, la vie de leur famille, la vie de millions de personnes. D'accord. Parce que la CEDEAO, ce n'est pas que le Mali, c'est une communauté. Ok, on va donc, à présent on va faire tourner la parole. On a pris cette décision de quitter sans consulter les Maliens. On peut être d'accord parce que c'est les autorités qui l'ont décidé, mais on peut également dire que il y a eu des failles parce que les Maliens, dans leur majorité, n'ont pas été consultés. Il y a question qui les concerne. Sur cette rencontre du président de la transition avec la société civile, la question de la parcelle du site vendu par les maires, déjà vous qui avez été conseiller communal. Oui, bon, c'est un discours en fait, qui a duré au total 1h47 minutes. C'était le grand oral. Donc Assimi a profité de cet espace-là pour non seulement mettre le doigt sur les problèmes du pays, mais aussi les remèdes de la transition. 12 chapitres au total ont été abordés, y compris ce que vous venez de dire. Mais je dis tout simplement par rapport à ces problèmes-là qu'il faut que les gens sachent que aussi bien le morcellement que les attributions sont antérieures à la pose de la première pierre. Ça, c'est irrévocable.
Vous comprenez? On n'a pas profité de la pause de la première pierre pour pouvoir faire de nouveaux morcellements ou de nouvelles attributions. Non. Les attributions et tout simplement le morcellement et les attributions sont antérieures à la pose de la première pierre. Donc le président a été induit en erreur à ce niveau? Complètement induit en erreur. Et c'est une légèreté même de l'administration ou bien même de ce comité qui a eu à piloter ce projet. Ça c'est clair. Au lieu le bouc émissaire, c'est le maire qu'on cherche. Vous comprenez? Parce que tout simplement, on a un préjugé par rapport au maire. Et comme l'a dit Bernstein, il est plus facile de dématérialiser un atome qu'un préjugé. Voilà, vous comprenez? Donc, le bouc émissaire qu'il faut trouver, c'est les maires. En réalité, la responsabilité, c'est à son niveau, pas au niveau des maires. Vous comprenez? Comment est-ce qu'on peut permettre à un président de la transition, un président de la République, de partir poser une première pierre d'un projet, alors qu'en amont, tout n'a pas été bien ficelé? Je ne peux pas comprendre. Quand on mûrit l'idée d'un projet, il y a d'abord, c'est des étapes. On mûrit l'idée, ensuite on se fait des études de faisabilité. Et dans ces études de faisabilité, on devrait savoir que le site est occupé. Maintenant, il fallait déguerpir, sécuriser le site, ensuite permettre au président de la transition de venir poser la première pierre. Mais le président doit savoir que la responsabilité, c'est à l'équipe qui a piloté ce projet, mais le maire ne peut pas être le bouc émissaire de ce problème-là aujourd'hui, malheureusement. Comprenez? Mais effectivement, c'est le moment faible de la chaîne. Forcément, il va ramasser les pots cassés. Comme les maires n'ont pas bonne réputation ces temps-ci, avec ce nombre de dissolutions. Donc, il faut trouver un mot émissaire et c'est les maires qu'on cherche. D'accord. Voilà. Sangalé, merci beaucoup. Et contrairement à Mokhtar, moi je pense que le président est un fin stratège en communication. En réalité, cette communication était adressée à la population. Il a dit une fois, 2 fois, nous sommes en guerre. Entraînez-vous. Ceux qui ont fait ce qu'on appelle, ceux qui sont passés par le service militaire tout récemment, il les a dit, ne restez pas à la maison. Donc c'est une communication, la cible c'est la population malienne. Par rapport à cette question du maire... Mokhtar est en dehors de la population? Non, il n'est pas en dehors de la population. Parce qu'en réalité, en matière de communication, il y a le timing, l'endroit. Et puis, ceux qui étaient face. Il l'a fait en langue nationale. Ça a été mieux suivi que même sa déclaration de politique de fin d'année. Son adresse à la nation. Son adresse à la nation, ça a été très bien suivi. Donc moi je pense que contrairement à ce qu'il peut penser, moi j'ai vraiment compris et le message a été clair, le message a été fluide. C'est juste seulement la question, vu l'importance, ce qu'on appelle de cette crise d'électricité. Oui. Donc en réalité, le président de la République juste veut savoir seulement que le public doit connaître l'utilité publique. Quand quelque chose est déclaré comme urgence, donc la population doit adhérer. Effectivement, la délimitation est bien. Il a déclaré que le site a été vendu après lui, son passage, après la pose de la première pierre. Ce qui a été démenti par... Moi, je ne veux pas trop m'hazarder sur ça, mais ce qui est sûr et certain, à partir du moment de la pose de la première pierre, les gens sont partis investir sur ce qu'on appelle leur propriété pour en voir beaucoup plus au moment des récompenses, des indemnisations. C'est cette chose que le président de la République voulait décrire en réalité. Dire à la population que même si l'État n'est pas là pour veiller, nous devons tous veiller sur le bien public. C'est ce message-là que le président de la République voulait passer. Mais en plus de cela aussi, le président l'a dit très clairement, la question de la CEDEAO, il dit qu'on voulait partir depuis. Mais après, ils se sont rétractés. Mais après, quand il y a eu ce qu'on appelle l'attaque concernant le Niger, on a décidé de partir. Il l'a dit très clairement aussi, sans autre espace à rien, ils ne sont rien. Bon, il a donné beaucoup de stratégies par rapport à sa communication. Je pense que ça a été une communication bien réussie, contrairement à ce que lui pense. Et je pense qu'aujourd'hui, au lieu de penser maintenant de gaspiller de l'énergie, on ne doit pas partir, on doit partir. Je pense qu'on doit se concentrer, nous, en tant qu'intellectuels, en tant qu'analystes, en tant que société civile, comment faire envier cette AIS, ce qu'on appelle aux autres. Sinon, en réalité, je pense que c'est passé. Et je pense que même dans l'analyse, je pense que c'est la continuité qui passera. Tout politique qui va prôner le contraire de ce qui est lancé, je pense que cette personne ne sera pas élue par le Malien quand on essaie de faire une analyse sociologique. Parce qu'on ne peut pas faire la politique sans connaître la sociologie du Malien. La sociologie de ton peuple, tu dois le connaître. Cette population est là, ils ont besoin d'un chef de guerre et le président s'est comporté en chef de guerre. D'accord. Allez-y. Il faut qu'on cesse de prendre la population comme des responsables de cette situation-là aujourd'hui. Donc le peuple a trop souffert la population en réalité a trop souffert de cette accusation-là aujourd'hui. Un État, c'est sur des institutions fortes. Comprenez? En réalité, notre problème, c'est ça. On a une administration, excusez-moi du terme, un peu bananière. Et on recommence forcément des pots cassés.
Vous dites qu'il a bien communiqué. Oui, il a bien communiqué. Vous oubliez que dans son discours à la nation, il a dit qu'il compte sur le souffle de la population pour maintenir l'élan de patriotisme. Et c'est dans ça qu'il est. Et pour maintenir cet élan de patriotisme, et pour encore maintenir ce souffle-là, il faut faire des déclarations fortes. Vous comprenez? Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. C'est juste pour maintenir cet élan dont il a peur que la population ne s'essouffle par rapport à ça. Effectivement, à un moment donné, la population va s'essouffler. Et c'est là qu'ils ont peur. Et c'est pour ça qu'il a dit dans son discours à la nation, je compte sur le souffle de la population pour maintenir l'élan de patriotisme. La transition ne tient que par ce souffle-là aujourd'hui. Il a peur que ça se souffle. Et pour que ça continue à s'activer, il faut forcément faire des déclarations fortes. Il est dans ça. Sinon, en réalité, quand vous analysez ces 12 chapitres-là aujourd'hui, qu'il a abordé lors de cette des présentations de VO à la société civile, vous rencontrez quoi? Des déjà vus et du déjà fait. Vous comprenez? Quelle innovation? Seulement qu'il est rentré dans certains termes et je dis qu'il doit sortir de ça. Quand il dit que la CEDEAO c'est des terroristes, un président de la République de transition ne doit pas dire de tels propos. Ce n'est pas après 50 ans de coopération avec la CEDEAO qu'on va dire aujourd'hui que la CEDEAO c'est des terroristes. Il a combien d'acquis de la CEDEAO aujourd'hui au Mali? Les gens ne disent pas, peut-être la CEDEAO ne communique pas toutes ces réalisations au Mali. Mais il a combien d'acquis? Moi, quand j'étais conseiller communal, je suis parti représenter la mairie de la commune 4 à la session extraordinaire du commissariat chargé de la sécurité alimentaire. Ça se fait chaque année, à la primature. Et pour combler le déficit sécuritaire et alimentaire plutôt, la CEDEAO venait en première position des partenaires. On ne dit pas tout. Il y a 27 projets au programme dans ces trois pays de l'AES qui sont financés par la BIDC. À peu près 300 millions de dollars aussi de projets qui sont financés dans ces trois pays-là aussi. La CEDEAO ne compte pas trop sur ces acquis. Mais il ne faut pas qu'on dise aujourd'hui que la CEDEAO c'est des terroristes. C'est les termes qui doivent pas Soumano après Mokhtar. Comment on appelle Yatara, le président n'a pas dit que c'est des terroristes. Il dit que leur façon d'opérer est assimilable à la façon d'opérer. Non, il a dit la façon d'opérer de la CEDEAO est assimilable à la façon d'opérer des djihadistes parce qu'ils font l'embargo. C'est ça. Il faut que les choses soient claires. C'est comme ça. On a tous écouté. Vous m'excusez. Après CEDEAO, non. Il a parlé d'embargo quand même. C'est ça qu'il a dit. Il a assimilé le mode opératoire de la CEDEAO à celui des djihadistes. Dites-moi. C'est les gens. Non. Est-ce que la CEDEAO s'est levée? Est-ce que la CEDEAO s'est levée un seul matin, mettez l'embargo sur le Mali? Expliquez un peu le plus. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Sinon, il faisait plus l'embargo sur le Voilà. Mais en fait, il faut comprendre que cet embargo même n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO. Et personne n'a remis en cause les acquis de la CEDEAO. Moi, je fais partie de ceux-là qui soutiennent le fait que le Mali devrait rester dans la CEDEAO. Mais j'ai dit, à un moment donné, quand nos autorités prennent une décision, elles ont des éléments que nous n'avons pas. On est dans notre rôle, c'est de les soutenir. Et moi, je les soutiens dans ça. Maintenant, ce qui est important, encore une fois, moi, je pense que, pour moi, le président a réussi son discours. Parce qu'on lui avait reproché le fait que, dans son adresse à la nation, il n'avait pas été plus loquace. Mais cette fois-ci, il a eu le temps de bien expliquer les choses et ça peut être assimilable à une espèce de reddition des comptes. Et un président qui est en phase avec son peuple qui le soutient. D'accord. Mokhtar Ali. Je voudrais quand même réagir. Il ne faudrait pas qu'on se donne certains rôles ici. J'ai cru entendre docteur Sangaré dire que les politiques qui ne vont pas dans le sens défini aujourd'hui par les autorités ne risquent pas d'être élus. Vous ne pouvez pas vous prononcer à la place des Maliens. Ça, c'est un choix qui se décide dans les urnes. Et en aucun cas sur un plateau télé. Et même si je sais que vous êtes un soutien fier des autorités, il faut être quand même lucide. Sur beaucoup de questions, la question de la CEDEAO, on en sort, on est mis devant le fait accompli. Soumano l'a dit, moi je suis de ceux qui soutiennent le maintien du Mali dans la CEDEAO. Et je suis de ceux qui croient aussi que l'AES peut bel et bien exister dans la CEDEAO à partir du moment où les défis ne sont pas les mêmes. Le problème, je l'ai dit et je le répète très rapidement, le problème de la CEDEAO que nous avons avec la CEDEAO, c'est la gouvernance de la CEDEAO, les décisions prises par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Des conférences dont nous faisions partie jusqu'à ce que nous fassions, il y a eu un coup d'État
chez nous au Mali, au Burkina, au Niger. Aujourd'hui, moi je suis persuadé qu'après 40 ans d'intégration politique, économique, si la faille sécuritaire n'a pas réussi, il aurait fallu se mettre ensemble, discuter fort du leadership né de l'AES, fort des besoins que nous avons exprimés, fort de la stratégie que nous avons. On aurait pu rester dans la CEDEAO, nous imposer. Il ne faut pas sortir de la CEDEAO et faire croire aux Maliens que tout simplement parce que c'est Macron qui décide pour la CEDEAO qu'il faut qu'on sorte de la CEDEAO. Ce n'est pas ça. Et je suis désolé, c'est un discours trop simpliste. La CEDEAO, il y a beaucoup d'autres choses derrière. C'est des acquis. Donc, il faudrait qu'on tienne un discours de vérité devant les Maliens. Sangaré. En fait, en réalité, moi je pense que je suis analyste. Je ne suis pas un soutien de la transition, ni de près ni de loin, mais moi je suis seulement, j'analyse les choses telles que je les vois, telles que je les ressens. Moi je pense que honnêtement parlant, le président de la République a bien communiqué par rapport c'est de la transition. Voilà, le président de la transition a vraiment bien communiqué par rapport à cette rencontre avec la société civile, et nous pensons qu'il a donné des éléments très clairs où à un moment donné on a un président de la CEDEAO, des pays membres de la CEDEAO qui a été très clair et qui l'a dit très clairement, nous avons un bataillon qui est prêt à envahir un autre pays. Et nous avons dit aussi au niveau de la Sénat française, on a vu ce qu'on appelle des éléments dire que nous avons mobilisé 2000 hommes au niveau d'un pays voisin pour pouvoir attaquer le Niger. Donc maintenant, si nous pensons que réellement nos chefs d'État ont des éléments que nous n'avons pas, nous pensons qu'aujourd'hui, honnêtement parlant, cette histoire de CEDEAO doit être derrière nous et nous devons mobiliser nos énergies par rapport à l'AES, et nous pensons qu'aujourd'hui, du point de vue, l'AES a ce poids aujourd'hui d'influer sur le marché mondial de l'or, sur le marché mondial du coton, sur le marché mondial d'autres choses, le lithium et ainsi de suite. Nous faisons de ça notre atout de communication. Ne gaspillons pas notre énergie concernant cette histoire de CEDEAO. Je pense que c'est derrière nous. Comme l'a dit le président de la République, mais l'avenir nous en dira plus. Moi, je pense que honnêtement, si la population malienne était contre l'AES, on aurait dû le sentir. Nous sommes malheureusement 10 secondes, s'il te plaît. Maintenant, ce que moi je dirais, nous sommes aujourd'hui, la solution énergétique proposée par le président de la République est une solution qui est viable, moi j'ai vu ce qu'on appelle en Tunisie, où pratiquement, normalement ça doit être une proposition autour de 3 à 30 kVA proposé aux populations, aux différentes familles, sur une durée de 5 ans à 10 ans. Et nous pensons aujourd'hui, du point de vue de l'électrification, nous sommes 52% des Maliens à avoir accès à l'électricité, et du point de vue rural, c'est 24%. Les chiffres datent de 2020. Donc c'est pour dire que cette solution prônée par le président existe déjà dans nos contrées, dans d'autres pays, même dans nos contrées actuellement, les familles s'occupent de l'électrification. Très sincèrement, donc je pense que aujourd'hui, nous ne pouvons que dire en 2025 que le pays puisse avoir ce qu'on appelle, le ministre de l'économie et des finances l'a dit, avec ce qu'on appelle le nouveau code minier, où on a à 35%, il y a 2000 milliards de possibilités de chiffre d'affaires par rapport au secteur privé. Il y a 6000 milliards de malheureusement, le temps est parti. Donc je pense que l'avenir peut être rose pour le Mali. D'accord. Là, c'est l'analyste ou c'est le soutien qui parle? Non, c'est l'analyste qui parle. C'est ma vision des choses. Donc vous comprendrez comme moi qu'il y a une prise de parti claire. L'analyse politique qui dit l'analyse peut aller en concordance avec ce que pense. Donc bref, c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est comme il faut quand même reconnaître de la même manière que le président. Voilà, ce qui est important, il faut quand même le reconnaître. Sur la question là, c'est dans 10 secondes vraiment. Pour moi, on ne règle pas le problème, on le déplace. Mais il faut aussi reconnaître, s'il y a une chose qui a été bien, il faut quand même reconnaître, on n'est pas de mauvaise foi. Dans cet exercice, c'est le fait d'annoncer la culture comme aujourd'hui, c'est impossible. Il a dit, c'est impossible de gagner cette guerre. Impossible de gagner cette guerre si le président Bazoum est présent. Le président l'a dit. Impossible qu'on gagne cette guerre. Sangaré, s'il vous plaît, nous sommes malheureusement au terme des débats. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos invités étaient Dr Beima Sangaré, analyste, Chakmaro Soumano, président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, Abdallah Yatara du parti Yelema, et Mokhtar Si, président de la génération engagée. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis.